Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous mensuel dédié à l'immobilier. On va vous aider à entreprendre cette démarche qui se prépare, acheter un bien, acheter un commerce, investir. C'est donné à tout le monde, on vous l'assure. Je suis bien entourée, comme d'habitude, avec mes complices, Gaël et Sylvain Couchant. Ils sont experts de l'immobilier et ils sont, on va le dire encore plus que jamais, le couple numéro 1 de l'immobilier en Belgique au sein du groupe C21. On y reviendra à cette petite anecdote qui n'en est pas une, car ils sont numéro 1 à plus d'un titre. On y revient tout à l'heure, c'est promis. Bonjour Charlotte. Ça va ça va comme intro? Très bien. Oui. Ça marche, vous allez bien? Très bien, Charlotte. Allez, on a un sommaire chargé ce mois-ci. 2 dossiers chauds. Les cas d'infraction urbanistique sont de plus en plus nombreux et la législation en matière de PEB est de plus en plus contraignante. On en parle avec nos experts tout à l'heure. Notre dossier du mois, comment inverser la tendance du viager pour le rendre happy, un vrai concept innovant. Témoignage à la clé. Vous verrez et vous saurez tout, surtout, tout à l'heure. Dans la 3e partie de cette émission, on vous emmène découvrir le bien du mois. Honnêtement, cette fois-ci, c'est une sacrée pépite, un bien complètement exceptionnel, tout près de la capitale. Vous en saurez plus tout à l'heure. Allez, on commence par l'actu du mois. Urbanisme, les actes de délation sont en hausse en Belgique. PEB, nouvelles normes, on parle de nouvelles normes d'ici 2033. C'est demain, c'est dans moins de 10 ans. Comment réagir? Vous verrez que changer son châssis peut devenir une véritable infraction urbanistique. Notre invité, bonjour, je suis ravie de vous recevoir, Maître Louis Van Snick est avec nous, avocat associé chez Arius Law. Alors, merci en tout cas de nous consacrer un peu de votre temps précieux. Hein, on connaît l'agenda des avocats. Alors, on va parler de ces nouvelles normes liées au PEB. Elles font peur, ces nouvelles normes. Concrètement, Gaël, à quoi s'attendre? Qu'est-ce qui est prévu pour 2033? Qu'est-ce qui peut faire si peur? Alors, on nous annonce que les biens en PEB, G et F seront interdits. Donc, au niveau des délais, ça me paraît quand même très, très court. Il faut savoir que sur le parc immobilier bruxellois, il y a quand même 45% des biens qui sont dans ce cas-là. Donc, c'est quasi un bien sur 2, c'est énorme. Et oui, je pense que 2033, c'est demain. Il parle d'amende aussi à payer si les gens ne font pas le nécessaire. Solide, hein, conséquente. Voilà, et c'est vrai qu'en parallèle, je trouve ça assez dommage parce que pour moi, en décembre, en janvier, le marché commençait un petit peu à digérer toutes les nouvelles réalités. Et puis, si ça se met en route, ça va de nouveau faire peur aux investisseurs et ça va peut-être un petit peu... Aux investisseurs et aux particuliers. Oui, on va voir en quoi ça peut éventuellement plomber le marché. On va voir, Maître, si on a toutes les raisons ou pas de se faire du souci. Un mot peut-être, Sylvain, est-ce qu'on ne rappellerait pas vite fait, le PEB c'est quoi? Ça va de A à quoi? Donc ça va de A à G. Okay. Ça mesure en fait le niveau de déperdition de chaleur. C'est très technique, mais donc il y a l'enveloppe du bâtiment qui doit forcément être hermétique et garder la chaleur. Et donc ça mesure son niveau de déperdition de chaleur. Et donc au plus la lettre est mauvaise, donc au plus on chatouille le G, ou comme beaucoup de bâtiments, on est à G, effectivement, c'est qu'on est un logement énergivore. Et donc c'est un outil qui doit permettre au marché de pouvoir comparer et de pouvoir se dire, OK, tiens, demain, maison A ou maison B, eh bien, dans celle-ci, je vais un peu plus ou un petit peu moins consommer, finalement, d'énergie. OK. On est d'accord que les A et les B sont rares? C'est du neuf. Oui, c'est de toute façon du neuf. Ce n'est que du neuf, ou c'est de la très, très grosse rénovation pour de l'existant. Pour certains, c'est même impossible. Hein, OK. On a remarqué aussi récemment que des biens qui ont été D ou E il y a 10 ans peuvent être G ou F aujourd'hui. C'est vrai. Oui, donc tu as une législation. Voilà, déjà, tu as une législation qui est différente entre la Flandre, Bruxelles et la Wallonie. Et donc, oui, une lettre à Bruxelles n'est pas la lettre équivalente en fait dans les autres régions. Oui, alors c'est là que j'ai envie de me tourner vers notre avocat en plateau, parce que la règle, c'est la règle, normalement, selon la loi. Qu'est-ce qu'on dit aux téléspectateurs aujourd'hui, cher maître? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il y a encore une carte à jouer ou pas? Parce que tous ceux qui ont acheté, même l'année dernière, d'un seul coup, ils peuvent être soumis à cette loi, à cette régulation qui change tout par rapport à l'investissement. Il
Il y a toujours une carte à jouer, évidemment, et c'est à la limite notre job aussi en tant qu'avocat. Alors, je crois qu'il faut déjà rassurer les téléspectateurs. Ça ne sert à rien de verser dans la panique. C'est clair que Sylvain l'a expliqué, c'est une matière régionalisée, donc chaque région adopte sa propre réglementation, mais tout ça est influencé par l'Union européenne. En fait, toutes ces directives viennent de l'Union européenne au niveau performance énergétique du bâtiment. Et donc, au jour d'aujourd'hui, effectivement, on a lu des effets d'annonce. Je ne vous cache pas, c'est bientôt les élections, donc les partis politiques sortent leurs cartouches en disant il faut y aller. C'est clair qu'à Bruxelles, il y a une situation spécifique où plus de 90% des bâtiments datent d'avant 1970. Oui. Et donc, ce sont des vieux bâtiments. Et donc, 2033, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Il faut que le processus législatif se termine. Il y a des recours qui peuvent éventuellement être introduits contre cette réglementation. Et puis, à Bruxelles, il y a une petite pratique qui consiste à adopter des ordonnances tout en laissant par la suite le gouvernement adopter des arrêtés ministériels pour mettre en œuvre cette ordonnance. Et donc, comme ça, on a déjà connu des cas en matière d'urbanisme où ces arrêtés ministériels ne sont jamais adoptés et du coup, l'ordonnance ne produit pas ses effets. Et donc, 2033, c'est loin. On a vu dans d'autres domaines que parfois, exemple la sortie du nucléaire, on dit oui, on sortira du nucléaire et puis on fait marche arrière au niveau politique. Oui. Je crois que c'est une politique publique ambitieuse, mais on n'y est pas encore. Donc j'ai envie de leur dire, rassurez-vous. J'aimerais bien vous croire, mais on joue un peu à la roulette russe là. Parce que oui, et nous, concrètement, nous au quotidien, on le sent, on a un impact au niveau des clients et on sent vraiment leur peur et leur crainte. Et pourquoi concrètement, à ces PEB. Mais le PEB, il faut bien dire une chose, c'est que ça fait plus de 10 ans qu'il existe. Ouais. Donc au début, il n'avait absolument pas d'impact. Aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle forcément on a eu la hausse des coûts de l'énergie et donc ça devenait un paramètre qui était mesuré par les acheteurs. Mais aujourd'hui, avec une obligation comme celle-là, on vous dit tiens, en 2033, le PEB-G, le PEB-F, il est interdit. Donc, c'est plus quelque chose de mesuré, ça devient une véritable préoccupation de la part du marché. Mais interdit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pourra plus habiter un bien? Alors, c'est pas que tu ne pourras plus l'habiter, mais tu vas prendre cher au niveau amende. Tu vas prendre cher au niveau amende. Et donc, dans l'idée, c'est ce qu'on lit, c'est que l'amende doit être tellement dissuasive que pour la moitié, entre guillemets, de son montant, si tu injectes cet argent dans ton bien, tu pourras atteindre la norme énergétique qui est demandée. Mais donc aujourd'hui, les acheteurs, forcément, ils ne vont plus regarder dans un premier temps à leur jolie cuisine, ils ne vont plus regarder à leur jolie salle de bain. Il y a une obligation, une nécessité de devoir se dire je vais devoir isoler ma maison, je vais devoir changer les châssis, je vais devoir regarder à ma toiture, avant, finalement quelque chose de regarder à son confort. Du coup, ça peut permettre de brader ces biens qui sont G ou qu'est-ce qui va se passer? Ça va être des travaux, forcément, qui vont avoir des coûts qui sont colossaux. Oui. Parce que isoler une toiture, refaire une toiture, isoler ses façades, etc., c'est pas simplement remplacer sa cuisine, quoi. Donc ça doit être pris en compte, forcément, par les acheteurs demain. Donc irrémédiablement, il y a un vase communicant entre le montant qu'on achète et voilà. Et ce qui manque, c'est aussi les solutions. Parce que c'est très bien de nous dire on va faire des crédits à taux 0%, ok, mais il faut quand même rembourser le crédit. Oui. Donc ça va avoir un impact sur le revenu du ménage et ce sera conséquent. Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ce type de mesure est réaliste? Pour moi, pas. En tout cas, pour beaucoup de personnes, ça ne le sera pas. Maître, qu'on comprenne un peu le système. Comment ce type de décision peut être adopté alors qu'on échange, on a le sentiment, on ne va pas parler d'injustice là directement, mais on craint quand même des conséquences de ce type de décision. Je crois qu'il y a un objectif environnemental qui est là derrière. Et je crois que tout le monde est d'accord sur l'objectif environnemental. Donc, en tant que citoyen, on a conscience. Et au-delà du coût de l'énergie, c'est effectivement cet objectif environnemental qu'il faut préserver. Je crois que c'est ça la vision politique globale. Cette vision-là doit s'accompagner de mesures d'accompagnement. On y reviendra tout à l'heure, mais justement, assouplir les règles en matière urbanistique, parce qu'aujourd'hui, il faut des permis pour tout. Il faut donner les moyens aux personnes aussi, parce que c'est très bien. Et moi, je suis d'accord d'encourager les gens à le faire, mais ceux qui n'ont pas les moyens de le faire, ils n'ont pas les moyens, et donc il faut les aider. Est-ce qu'il y aura des primes, peut-être? Justement, les primes, mais sincèrement, c'est le parcours du combattant. Oui, vraiment. Hier soir, je discutais avec une dame qui m'a dit je me suis mise sur le site, j'ai regardé, je laisse tomber.
ça va pas. Faut que ce soit facile. Ouais. Il faut que ce soit tellement facile que les gens n'aient pas peur de demander une prime ou n'aient pas peur de faire des travaux. En fait, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on prend des mesures, on prend plein de mesures, on nous les balance en plein visage et donc elles font peur, mais à côté de ça, on ne nous apporte pas de solutions et d'aide. On ne vous dit pas, ok, ben tiens, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir y arriver? On va être là pour vous aider. Non, parce qu'il faut quand même un petit peu rétropédaler, mais on sort là maintenant de globalement 2 ans, on a les hausses de coûts de l'énergie, les hausses de coûts à la rénovation, la hausse des taux d'intérêt. Ouais. On a un moratoire maintenant pour les expulsions hivernales. On ne peut plus mettre dehors son locataire en hiver. On a un droit de préférence pour le locataire qui a objectivement été assez mal torché, qui est entré en vigueur. On nous parle d'un plan good living qui va arriver demain, des permis, parce qu'on dit, oui, les permis, il y en a beaucoup, mais qui sont à rallonge. Donc finalement, c'est pas qu'on le plombe, le marché, c'est qu'on l'assomme. En fait, on vient, pim, avec une grosse masse. Il est en forme. C'est Sylvain qu'on aime, c'est là. Est-ce qu'il pourrait y avoir, mettre une certaine solidarité face à ce type d'amende? Une solidarité, c'est-à-dire entre voisins. Dans les copropriétés. On parle dans les copropriétés, par exemple. On fera comment? Ben oui, dans les copropriétés, par définition, ce sont des parties communes, donc il va falloir trouver des solutions de façon commune. On sait que quasi tout ce qui a isolé concerne des parties communes, donc oui, il va falloir trouver. Déjà au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont dans des copropriétés d'une certaine ampleur commencent un peu à avoir peur. Moi, ma compagne, effectivement, est propriétaire d'un immeuble dans une grosse copropriété. Ce sont des vieux bâtiments. À un certain moment, elle se pose la question, elle aussi, en disant est-ce que je conserve ce bien ou pas? Est-ce que ce n'est pas le moment de le vendre? Mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Parce que c'est intéressant de parler de ça, alors qu'on a nos téléspectateurs qui sont peut-être propriétaires déjà de biens. Qu'est-ce qu'on fait? On se sauve? On vend vite son bien? On part à l'étranger? Ou on fait quoi face à ce genre? Parce que c'est imminent. Je crois qu'il faut raison garder, c'est comme dans tout, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas confondre l'effet d'annonce et la politique réelle qui sera menée. Vous restez optimiste? Moi, l'expérience fait qu'il y a certains textes imbuvables que j'ai déjà vu disparaître de l'ordonnancement juridique, donc je l'espère. Mais voilà, en tout cas, je crois que ce texte, je ne l'ai pas lu, mais ce texte doit être accompagné de mesures, et je les ai déjà évoquées, mais si elles ne sont pas accompagnées de ces mesures-là, là, c'est clair, on risque d'avoir un souci. J'ai envie de faire le lien entre ces soucis de PEB et l'urbanisme. Est-ce qu'on est, selon vous, est-ce qu'il y aura de plus en plus d'infractions urbanistiques à cause de ces PEB qui bougent et pour essayer de trouver des solutions? Simplement, nous, on rencontre souvent des clients. La plus fréquente des infractions, c'est les châssis. Ils ont voulu bien faire parce qu'ils sont passés des châssis bois aux châssis PVC pour améliorer leur PEB, etc. Mais ils ne l'ont pas fait avec permis. Et donc, ils se retrouvent en infraction urbanistique. Et donc ça, c'est vraiment une des infractions les plus fréquentes. Oui, en fait, il faut savoir, c'est que en théorie, quand il y a quelqu'un qui a une bonne intention et qui repeint sa façade, elle est beige, tout d'un coup il se dit tiens, je la peins en blanc. Ben non, tu viens en fait de commettre un crime. Non, tu peux pas. On peut pas repeindre sa façade parce qu'on l'a fait en rose. Alors en rose, mais même parfois en blanc. Tu passes de beige à blanc, donc tu as des prescriptions urbanistiques que tu as l'obligation de respecter. Et donc effectivement, si au moment de ta situation de droit, quand tes plans ont été validés par la commune, et donc on dit tiens, non, ta maison, c'est avec des châssis en bois, tu les changes en PVC, ou ta façade doit être blanche, et finalement, tout d'un coup, tu te dis, tiens, j'ai envie qu'elle soit beige. Eh bien, non, tu crées une infraction. Louis, ces raisons-là, elles sont dues à quoi? À l'esthétisme? À quoi? Non, le problème, c'est toute la police de l'urbanisme. Alors, la police de l'urbanisme existe depuis 1962 en Belgique. C'est clair que l'objectif est, encore une fois, un objectif d'intérêt général. Essayer de créer une harmonie entre les bâtiments. Alors, on peut ou pas être d'accord avec l'objectif poursuivi. Oui. Mais surtout, ce qui est très important à dire aux téléspectateurs, et ce qu'on oublie réellement, c'est qu'il y a une interdiction générale de poser des actes et travaux sans autorisation. Donc, la règle de base, c'est qu'il faut un permis pour tout. Et donc souvent, moi j'ai des clients qui me disent « Ah, j'ai été demandé à la commune pour créer une piscine, est-ce qu'il faut un permis ?» Bon, à Bruxelles, il y a moins de piscines, mais la commune dit « Oui, à condition de respecter ça, ça et ça et ça. » Le client, il a entendu que le « oui ».
Il n'a pas entendu qu'il y avait toute une série de conditions cumulatives qui sont assorties. Eh bien ici, pour les châssis, pour les façades, c'est exactement la même chose. La façade avant, par définition, logiquement, il faudrait un permis. Pourquoi à Bruxelles, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le COBAT qui dit qu'il faut un permis pour des actes et travaux, et il y a une liste, un arrêté du gouvernement, qui dispense un certain nombre d'actes et travaux de permis. Il y a des règles du jeu. Voilà. Et cette liste est 76 pages. 76 pages. Donc même pour le simple citoyen, aller lire cette liste est imbuvable. Mais voilà, donc il y a une liste très limitative où on vous dit, par exemple, le châssis, vous pouvez être dispensé de permis à condition, notamment, de ne pas modifier l'aspect architectural. Et c'est là qu'on commence un peu à se gratter en disant, c'est quoi l'aspect architectural? C'est clair que remplacer exactement le même châssis, vous avez du PVC blanc par du PVC blanc, ça pose pas de problème. Passer du bois blanc à du PVC bleu, ben, ça va poser problème. Oui, mais du bois blanc au PVC blanc. Est-ce que ça bouge à l'aspect architectural? Oui, ça peut éventuellement poser problème. Mais les communes sont souveraines dans l'appréciation. Bien sûr. Et ce que le particulier doit bien comprendre, par contre, c'est que l'urbanisme, il regarde qui est titulaire, qui est propriétaire de l'infraction. Puisqu'on est souvent confronté en fait, à des clients qui nous disent « Oui, mais quand j'ai acheté, c'était comme ça. Ouais. J'avais déjà tout ça. Ben non, je fais l'accent du client et de l'accent de la blague belge. Il y a l'accent des blagues. Mais donc, en pratique, même si on a acheté comme ça, l'infraction elle a peut-être déjà été créée. Donc parfois on ne le sait pas qu'il y a une infraction chez soi. Complètement. Et donc on en a hérité. Et comme il y a 15 ans, sincèrement, tout le monde s'en fichait de tout faire. Voilà. Et aujourd'hui, vraiment, les gens sont étonnés. Et c'est leur réaction. Non, mais moi j'ai acheté comme ça, donc il n'y a pas de souci. Si, aujourd'hui, il y a un souci. Dans ces cas-là, on ne peut pas vendre. On doit d'abord remettre en ordre, c'est ça? Alors, pas nécessairement, parce que... Non, l'acheteur peut dire... En connaissance de cause. Voilà, en connaissance de cause, je fais mon affaire personnelle de la situation. Mais ça peut impacter le prix. Bien sûr, clairement. Bien sûr. Est-ce que vous seriez plus en train de nous conseiller de voir un avocat en amont, toujours, de consulter? Mais ça, on a réalisé aussi que de plus en plus, les architectes avec qui on est en relation, en fait, font appel de plus en plus à des avocats directement dans les dossiers. Ça ne se faisait pas avant. On vient plus vous voir aujourd'hui? Non, enfin nous on a toujours travaillé de la sorte. La difficulté en réalité, c'est que les autorités urbanistiques, maintenant avec les moyens dont elles disposent, elles ne quittent plus leur bureau. Elles vont voir sur Google Street View, elles regardent en disant oui, pour nous il y a infraction urbanistique. Mais c'est à elles à le démontrer concrètement. Quand est-ce que l'infraction a été réalisée? Parce que les règles évoluent et donc si ça se trouve une infraction, enfin certains actes et travaux qui ont été commis en X années étaient dispensés de permis à cette période-là. Et donc c'est pas le tout de dire aujourd'hui tiens vous avez modifié vos châssis, c'est quand vous avez modifié vos châssis, quelle réglementation était applicable. Et donc oui, c'est important d'aller voir malheureusement, on en est arrivé là, mais parfois on doit vraiment se battre avec certaines communes en disant non, le bien est conforme, vous n'avez rien dans votre document, parce que c'est souvent ça, les archives au niveau de la commune, elles sont souvent vides. Et donc voilà. En tout cas, la démarche première pour un acquéreur, c'est d'aller voir les archives de la commune, en disant qu'est-ce que la commune dispose. Tout le monde peut y aller. Oui, il faut les comprendre aussi. Hein. Oui, ça. C'est vrai, c'est pas toujours évident. Et c'est ça, parce que je rebondis, mais à nouveau, ça rejoint ce qu'on disait avant, mais ce qui est aussi pénible, c'est que tu te dis, OK, finalement, j'ai la bonne intention de vouloir régulariser une situation, mais le temps que ça te prend... Parce que toute cette gestion de dossier, le temps, l'énergie, mais tu pars parfois sur un processus qui dure un an et demi auprès de la commune pour avoir une décision par rapport à une situation. Mais pour clôturer cette actualité, vous qui êtes des experts de l'immobilier et face à vos clients aujourd'hui, tous les jours, vous conseilleriez assez vite de consulter un avocat? Ça facilite quand même vos métiers? Ça peut aider parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent dans les communes, en fait, la législation a été interprétée par quelqu'un, alors que un avocat, c'est pas de l'interprétation. Voilà, on l'applique, la loi. Et donc, parfois, c'est très bien de pouvoir s'appuyer sur Louis pour pouvoir justement recadrer. Oui, on s'appuie sur Louis. Et de rentrer le dossier correctement aussi. Parce que du coup, avec les bons arguments, etc. Quoi. Souvent, par exemple, un des problèmes à Bruxelles, c'est la division de logements. Et donc, c'est ça, il faut en fait préparer le dossier. Parce que la commune vous dit oui, non, vous introduisez votre demande de permis avec X logements. Oui, mais concrètement, dans les faits, si votre logement existe déjà en l'état depuis 1996 et que vous pouvez le prouver, eh bien c'est important pour le client d'introduire ces documents-là au moment de la demande de permis. Et pas faire, malheureusement, comme souvent, le citoyen, on lui dit « introduis une demande de permis, ça va bien se passer ». Le citoyen, naïvement, il l'introduit, ça va bien se passer, sauf qu'au bout du compte, il a un refus.
Et donc évidemment, une fois qu'on a le refus, c'est trop tard. Ouais. Et donc c'est ça le risque. Et parfois la commune vous dit oui, c'est bien, mais maintenant je l'envoie à la région. Et la région dit ah ben non. Ouais, c'est la Belgique, super. ça. Ouais. Allez, C'est des niveaux de pouvoir on va différents. suivre ces dossiers de près. On a enregistré tout ce que vous avez dit, maître. Donc on se retrouve dans quelques années ou dans quelques mois pour suivre ce dossier du PEB, 2033 ou pas, de suivre toutes ces infractions urbanistiques qui sont de plus en plus nombreuses. On se quitte quelques instants, restez bien avec nous. On vous invite dans la deuxième partie de cette émission. On vous emmène en reportage pour parler du Happy Viager, un concept dont il faut connaître tous les contours. Et dans la dernière partie de cette émission, on vous emmènera visiter un bien d'exception. A tout de suite. Merci d'être avec nous dans C'est mon toit. C'est déjà la deuxième partie. On parle du Happy Viager. C'est un concept qu'on avait abordé il y a quelques mois, en début de saison. On doit y revenir, c'est nouveau. C'est pas encore acquis de tous. Gaëlle, en quelques mots et très concrètement, c'est quoi le Happy Viager ? Donc, le Happy Viager, on inverse la tendance du viager classique. Le propriétaire va vendre la pleine propriété de son bien. Il va toucher la valeur totale. Donc, si sa maison vaut 500 000 €, jackpot, il va toucher les 500 000 €. Et ensuite, il va payer un loyer pour pouvoir rester dans son bien et l'occuper le temps qu'il le désire. Ok, on va revenir un peu en détail sur les atouts de ce concept. Mais avant ça, on va revoir, il sourit déjà, je le sens, un grand moment de télévision. Sylvain, c'était vos débuts en télé. Donc, mais c'était quand même pas mal. Vous êtes l'homme aux 1000 accents. Oui, donc quoi je vais vous vous devoir la souvenez refaire, là. de Monsieur Rizzi. Monsieur Rizzi, oui. Bon, on ne va pas vous demander de la refaire, on va la regarder ensemble. C'est cadeau. En préparant cette émission, on a discuté, on a forcément beaucoup échangé avec Gaëlle et Sylvain. Sylvain nous a raconté une petite anecdote, ce fameux client italien. Oui, il fait... C'est comme ça que le Happy Viager est né. Donc en fait, ça c'est l'histoire un peu de la genèse du Happy Viager, puisque j'ai la chance de rencontrer ce propriétaire dans le cadre de l'estimation. Monsieur Rizzi. C'est Monsieur Rizzi, exactement. Et ce fameux Monsieur Rizzi, il m'explique et il me dit, écoute Sylvain, moi je veux vendre mon bien, mais je veux absolument rester dedans. Ça coule de source, puisque 80% certainement des ventes viagères, le vendeur continue à l'occuper. Donc je suggère à M. Rizzi, je lui dis, écoutez M. Rizzi, on va vendre en viager. Et là M. Rizzi, il me fait, mais non Sylvain, on va me mettre du poison dans mon spaghetti. On ne se lassera jamais. Je suis gêné, moi, maintenant. Vous serez un jour dans le bêtisier d'Arthur sur TF1, vous savez ça. J'attends l'invitation. Bon, très sérieusement, Sylvain, vous avez créé ce concept, vous avez développé ce concept. C'est comme un label, le Happy Viager, c'est quoi? C'est déposé, donc oui. c'est une marque. Et donc, de manière concrète, on applique la formule, mais avec un cadre, en fait, qui est... qu'on déploie finalement dans chacune de nos transactions, qui est rassurant pour la personne qui a la volonté de vendre son bien, en fait, sous cette formule en Happy Viager. Allez, on est allé sur le terrain pour rencontrer Marc qui nous raconte son histoire. On regarde. De grosses traites à payer tous les mois, il fallait faire un choix. Vivre ou regarder pleuvoir. C'est une formule beaucoup plus win-win parce qu'en fait, l'acheteur, il a intérêt, dans ce cadre-ci, à ce que le vendeur vive le plus longtemps possible dans le bien. Donc c'est évidemment l'avantage. Quand vous avez un viager classique, on a quand même un petit côté un petit peu morbide. On achète le bien, on espère quand même souhaiter bonne année chaque année à son vendeur, mais en même temps, on espère qu'un jour on lui souhaitera plus bonne année. Tandis que dans le cadre d'un viager inversé, si on veut dire, un Happy Viager, dans ce cas-là, évidemment, ça arrange l'acheteur de garder son locataire, d'avoir le locataire qui continue dedans, comme il a toujours vécu dedans en général, il connaît sa maison ou connaît son appartement. Et donc c'est évidemment une formule beaucoup plus win-win, selon moi, qu'un classique. C'est un montage qui est évidemment plus intéressant et qui permet de réunir plus facilement vendeurs et acheteurs. Je pense que c'est une solution qui est plutôt plus facile à mettre en œuvre. Il faut pouvoir expliquer aux parties comment ça fonctionne, mais globalement, on n'a pas ce côté mortalité, on va calculer quelle est l'espérance de vie, quelle est la valeur de l'usufruit, quelle est la rente, avec le risque pour le vendeur de se retrouver dans une situation où à un moment donné il va devoir quitter le bien, le risque pour l'acheteur de voir un vendeur vivre pendant 20 ans dans le bien et ne plus en prendre soin. Et donc tous ces éléments-là sont mis dans le cadre d'un bail classique. Alors soit on le fait avec une durée plus longue, mais ça permet au vendeur de savoir que lui il va pouvoir rester dedans, il va payer son loyer et il peut quitter les lieux quand il le décide. Moi, comme j'avais des traites, qui étaient énormes,
C'était énorme, c'était 600 € par mois. Plus l'assurance solde restant dû, 95 €. Et je suis passé à 400. 400 € plus 155 € de charge. L'idéal. C'est pour moi, et même maintenant, si je n'avais pas de frais, de prêts à rembourser, voilà, pour avoir ce bas de laine, là, ben, l'argent est là, pas de frais de déménagement, un bail signé à vie, enregistré, une caution de 2 mois à la banque, un truc normal, quoi. Je le vois une fois par an, le propriétaire, il vient pour les comptes, les charges. Et si demain il décide de vendre le bien, le nouveau propriétaire est obligé de me reprendre aux mêmes conditions. Si en bonne santé, ben, je ne me demande pas mieux. Moi, je suis chez moi, je ne me sens pas dans une location. Moi aussi, quand j'ai lu Happy Viager, j'ai pris la peine de lire déjà. Cette formule permet de négocier un bon prix. Ça sera à refaire, je recommence. Voilà, merci à Marc en tout cas d'avoir accepté la présence de nos caméras, de s'être confié à Sophie. Je trouve que c'est toujours le meilleur moyen de se rendre compte de l'efficacité d'un concept ou d'un investissement, c'est d'entendre ce genre de témoignage. François Collomb, vous êtes avec nous pour la deuxième partie de cette émission. Vous êtes avocat en droit fiscal. Vous avez entendu le brillant accent italien de Sylvain Couchant. Vous pratiquez également peut-être le... Non, malheureusement, c'est impossible. Allez, merci en tout cas de nous rejoindre. Vous allez décortiquer avec nous ce concept du Happy Viager que vous connaissez d'ailleurs. Oui. Vous avez lu des articles à ce sujet dans les médias. On entend en sortie de sujet Marc nous dire, si c'était à refaire, je recommencerais. Ça veut tout dire. C'est quand même fort. C'est trop méconnu ce concept, Sylvain, pour que beaucoup plus de Belges y aient recours. Le Happy Viager doit encore faire son chemin. Hein. Il doit aller dans les oreilles des gens, effectivement. Il faut qu'ils se renseignent, qu'ils lisent, qu'ils nous contactent, qu'ils nous rencontrent. Hein, parce que c'est clair, c'est fantastique d'entendre un témoignage comme ça. Ah, ça fait mais en plaisir. même temps, j'ai envie de dire, c'est normal. Parce que c'est une vraie solution. Une vraie solution contemporaine pour les seniors aujourd'hui. Concrètement, humainement, ça permet de mieux profiter de sa retraite. On peut dire ça comme ça ? Oui. Exactement. Mais il n'y a pas que des personnes âgées qui se tournent vers le Happy Viager ? Non, oui, je dis senior, mais attention, c'est notre plus jeune vendeur en Happy Viager. Il avait moins de 60 ans, il en avait 57, donc aujourd'hui il doit chatouiller la soixantaine. Et c'est vrai que là, on a dégagé un capital quasiment de 600 000 €. Ouais. Ça ouvre des portes, ça ouvre des perspectives. Hein. François, si on est prudent, et si peut-être ce type de concept a du mal à s'installer, c'est pour quelle raison ? Parce que c'est nouveau ? Parce qu'il y a un win-win, on cherche le loup, on se dit c'est pas possible ? Pourquoi ? Oui, il y a à mon avis un peu de ça. Il y a effectivement, comme c'est win-win, on cherche le loup, effectivement. Or, la formule, en fait, elle est vraiment parfaite. Je suis tout à fait d'accord avec Sylvain. C'est vraiment quelque chose qui correspond tout à fait à l'évolution de la société d'aujourd'hui. Okay. Je trouve que ça permet effectivement à des seniors de tous âges, va-t-on dire, d'avoir des liquidités, de valoriser un bien qui finalement est tout à fait improductif et à des conditions qui sont en réalité extrêmement simples. Ça, je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. C'est une vente, c'est une location, donc ce sont des choses qui sont en principe rigoureusement simples, totalement éprouvées, avec une sécurité qui est vraiment totale, je trouve, pour le locataire, vendeur du bien. Est-ce que ça concerne tout type de bien, le Happy Viager ? Mais nous, c'est vrai qu'au départ, on pensait qu'on allait toucher plutôt la classe moyenne. Et le bien surtout d'investissement. Hein. Oui, tout à fait. Et au final, on a aussi été appelés pour vendre de très grosses maisons, de très beaux appartements très luxueux, parce que ces gens qui étaient peut-être plus aisés, en fait, avaient envie de rendre leur patrimoine liquide, parce que plus facile à diviser, etc. Et donc, on a été amenés à rencontrer vraiment tout type de profil et tout type de biens. Oui, finalement, donc on se retrouve aux quatre coins de la Belgique et on vend même des villas qui ne sont pas des biens qui sont à la base prédestinés à se dire ok, tiens, je vais en tirer un rendement. Et alors, on a le profil investisseur à qui on parle et on a aussi le profil de client qui se projette dans le bien, finalement,
dans 8 ans, 10 ans, 15 ans, une fois que, par exemple, leur vie de citadin, ou ils auront fini leur carrière professionnelle, ils disent, tiens, le vendeur, il ne sera plus là, et moi, ce sera le moment d'aller profiter de cette maison. Maître Collomb, qu'est-ce qui fait qu'on choisit ce type d'investissement plutôt qu'un autre? Est-ce que fiscalement, il y a un avantage? Alors fiscalement, ça ne présente ni avantage ni inconvénient en réalité. C'est-à-dire bien plus qu'un autre investissement? Exactement, on vend son bien, donc on est en principe, si on l'a occupé pendant une certaine période, tout à fait exonéré sur la plus-value. Le reste, c'est une location, vais-je dire, classique. La seule modalité un peu différente, c'est qu'on a des baux qui sont à très long terme, ou en général, ce sont d'ailleurs des baux à vie, donc qui vont s'éteindre au moment du décès du locataire. Et la fiscalité sur le bail, c'est exactement la même que toute fiscalité sur le bail. Elle est plutôt favorable en Belgique dans le chef du propriétaire, qui va être assez peu taxé en réalité sur les loyers qu'il va percevoir. Donc c'est très bien. Ok, on le disait tout à l'heure, en toute objectivité, hein, maître. En toute objectivité, j'insiste. Même en train de douter, on se dit mais c'est pas possible. Non, j'insiste. Merci. Oui, c'est ça. Non, c'est important. Non. Et comme le disait très bien Renaud dans le reportage, faut pas oublier, on va dire les choses quand même, ça permet d'éviter le décès de quelqu'un. D'attendre, parce que dans le viager classique, on est quand même en train de lui souhaiter bonne année, tout en espérant que... Oui, là, on va plutôt espérer qu'il vive le plus longtemps possible, parce qu'il ne faut pas se mentir, on se retrouve quand même avec un locataire idéal, qui connaît parfaitement son bien. Et si le bien a toujours été entretenu parfaitement, il n'y a pas de raison à ce qui change ses habitudes. Oui. Est-ce qu'avant de conclure cette partie sur l'API viager, on peut se pencher très concrètement sur un investissement, sur un cas que vous avez forcément déjà eu, pour que ça soit encore plus concret pour nos téléspectateurs? Concrètement, projetons-nous dans une situation. Sylvain, je sais que vous êtes le matheux de la bande. Comment on fait si on se pose sur ce qui se passe le plus habituellement, on est sur quoi? Sur un loyer de autant devient quoi après l'investissement? Donc en pratique, quand on rencontre quelqu'un qui envisage la formule API viager, il y a des paramètres de base, comme dans toutes les ventes, c'est-à-dire l'expertise. On a le facteur 1, c'est la valeur du bien, la valeur vénale. Le facteur 2, sa valeur locative. Et donc avec ces éléments, on peut déterminer, en fonction d'une situation, un rendement. Donc en pratique, on va dire que dans ce quartier, globalement, on investit à du 2, 3, 4, 5, 6%. Et donc ce sont les 3 paramètres sur lesquels on va essayer de jongler. Parce que quand vous dites à quelqu'un, votre bien vaut 200 000 €, un bien, dans la réalité, ne vaut pas plus que ce que quelqu'un est prêt à donner pour. Oui. Donc c'est le marché qui impose ces règles, finalement. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le vendre 210 ou qu'on ne va pas le vendre 190. Mais donc en pratique, ça vaut 200 000, on se retrouve avec un loyer déterminé, un rendement déterminé. Mais si un propriétaire vient nous dire « Oui, mais finalement, moi, ce loyer, il est un petit peu trop élevé. Ok, oui, mais parfois, même si on investit à du 4% dans une situation, il y a d'autres investisseurs qui investissent à du 3,5%. Et bien donc, on regarde, on diminue un petit peu le loyer, mais forcément, ça a un impact sur le prix de vente, qui en théorie est un petit peu plus bas. Et donc on essaye de trouver une formule sur mesure qui va correspondre à l'attente forcément du vendeur dans un premier temps. Et du coup, il y aurait une déclaration pro-fisco qui serait faite sur la marge. C'est une possibilité. Et en même temps, l'acheteur, lui, quand il vient sur place, il a aussi la possibilité de dire « Oui, mais bon, finalement, moi, je vois que là, j'ai un rendement à du 3,5. Moi, ce que je souhaite, c'est plus avoir mon placement fait à du 4. Donc j'ai envie soit d'un loyer un petit peu supérieur, soit d'un prix un petit peu inférieur, et donc on se met autour de la table, c'est l'aspect négociation. Et le paramètre de l'âge, etc., et des revenus rentre en compte aussi. Bien sûr. Parce qu'il faut vraiment être complètement transparent dans ce type de transaction et regarder que ce soit possible. Oui. Quand on dit que c'est sur mesure, c'est véritablement étudié, c'est sur mesure parce qu'on regarde finalement, ok, on va vendre le bien, mais on va dégager telle liquidité, on a besoin de combien donc par ce genre mois de dossier peut vous prendre plus de temps. Oui. Encore un élément sur le profil d'investisseur, on a compris qu'il était plutôt divers et varié, mais celui qui veut envisager une succession de son vivant, maître, est-ce qu'il n'a pas un peu intérêt de se tourner vers le API viager? Si, il y a intérêt parce qu'en réalité, ce qu'il a, s'il ne vend pas, c'est des briques, c'est un immeuble. Et un immeuble, ça se transmet très difficilement, ou en tout cas de façon très coûteuse sur le plan des droits de donation et des droits de succession. Et donc, il a tout intérêt, effectivement, à créer des liquidités, et donc à recourir au API viager pour avoir des sommes d'argent en main, qu'il peut transmettre à des taux qui sont, en Belgique, très avantageux, que ce soit à ses enfants ou même à des personnes avec lesquelles il n'est pas du tout apparenté. Donc, c'est une formule qui est
aussi intéressante sur le plan de la planification successorale. Et fiscalement, du coup, ce serait beaucoup moins taxé? Fiscalement, ce serait beaucoup moins taxé. Donc, on a un différentiel de taux qui peut passer de 30 à 3% au maximum. Donc, c'est énorme. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles les gens ou vos clients se tournent vers l'appui viager? Ah oui, clairement. Et au niveau humain, c'est vraiment, au-delà de l'aspect fiscal qui est important, mais c'est vraiment super chouette quand un propriétaire peut, de son vivant, aider ses enfants, plutôt que d'attendre son décès et qui récupère la maison à ce moment-là. Donc, Sylvain, le mot de la fin, vous le voulez? Bien sûr que je le veux. Ben non, mais c'est véritablement une solution win-win et c'est vrai qu'elle ouvre énormément de portes. Donc, encore une fois, on ne peut qu'encourager les gens. Il ne faut pas forcément le faire, mais en tout cas, il faut y penser. Il faut nous sonder, il faut se renseigner. Allez-y. Allez, merci. Merci, maître, en tout cas, de nous avoir accordé de votre temps précieux pour nous éclairer. Restez bien avec nous. On vous emmène en visite, et une visite complètement exceptionnelle ce mois-ci. À tout de suite. C'est déjà la troisième, la dernière partie de notre sémantois de février. Ça passe tellement vite. Hein? Trop vite. Ah, trop vite. C'est fou, quoi. Allez, sans plus attendre, on part en visite. On vous a déniché, enfin, ils vous ont déniché plutôt, une petite pépite ce mois-ci. On y va. je pense qu'on va découvrir une pépite. C'est parti. Bienvenue les confrères bruxellois, comment allez-vous? Hello Patrick. Très bien Patrick, et toi? Bien, bien, soyez les bienvenus. Venez que je vous présente ceci. Vous êtes dans la pièce principale. Ouh là 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 là, magnifique. Allez, ça c'est, tu vois, ce qui n'existe pas à Bruxelles. Un petit coin cinéma. Un petit coin cinéma. Ici c'est la salle à manger, juste à la sortie de la cuisine ultra équipée naturellement. On peut vraiment recevoir et cuisiner en même temps, c'est sympa. Il y a moyen d'avoir le mobilier tel que vous le voyez là, vous pouvez l'avoir. Au total, on a 250 mètres carrés habitables. Vous avez 3 chambres, on pourrait avoir une 4e si c'est un nourrisson. Il y en a une ici au rez-de-chaussée, avec un espace bureau naturellement, et vous en avez 3 en haut. Venez, je vous accompagne. Alors ici, je vais vous montrer une chambre incroyable. Tu te réveilles le matin, tu as de nouveau cette vue qui est fantastique. C'est hallucinant. Et ici, le clou du spectacle. Fantastique. Là-bas, vous avez la piscine de 12 mètres de long sur 5, entièrement chauffée. Je propose qu'on aille voir l'étage. C'est parti. Allons-y. On te suit. Tout a été rénové en 2015. Vous avez la salle de bain des parents. Forcément, baignoire et douche. Et double vasque. Combien de salles d'eau là-dessus? Alors au total, vous avez 2 salles d'eau. Possibilité d'en faire une 3e sous la salle de bain du rez-de-chaussée. Ok. Voilà, ici on quitte la suite parentale pour aller dans la chambre des enfants. Je vous montre la dernière terrasse. Yes. Ah oui, c'est chouette. Et là, on est dans l'espace piscine, donc vous avez toute nouvelle terrasse, elle a 6 mois. Tout le contour de la piscine est tout nouveau, la piscine a 6 mois également. Patrick, au niveau de la toiture, rien à faire, tout est nickel? Alors, tout a été revu de fond en comble il y a 8 ans quand le propriétaire a acheté. Vous avez 3 places de parking extérieures, vous avez également 2 garages intérieurs, et vous avez également encore 60 mètres carrés de cave, dont une cave à vin. Ok. Cette maison n'attend plus que vos clients. Il faut venir avec ses valises. Tout y est. Alors, on vous voit visiter aux côtés de Patrick. Comment ça se passe avec le réseau C21? Vous êtes en concurrence, là? Vous arrivez sur les terres de quelqu'un d'autre? Oui, mais c'est la grande force du réseau, c'est la collaboration entre agences au sein du réseau. On est présent sur tout le territoire belge. Donc c'est vrai que nous, on a pas mal de clients qui quittent la capitale et donc ils sont à la recherche de ce type de biens. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de pouvoir vendre au plus vite, proposer à vos clients. Lui va proposer à ses clients, vous proposez aux vôtres. C'est ça l'idée? Alors, c'est de vendre, oui, alors au plus vite. C'est surtout de vendre
au mieux. Ok. Au plus l'éventail de la clientèle que tu touches est large, forcément, au plus tu as de chances d'obtenir les meilleures conditions pour pouvoir vendre. Alors oui, on est en concurrence, non, on est en compétition entre agents, mais l'idée c'est qu'on met en avant, et Century 21 met en avant, c'est d'avoir un réseau d'agences qui véritablement quadrille l'entièreté du territoire, et donc vis-à-vis duquel un propriétaire, on se met en situation, va arriver à nous dire, tiens, j'ai envie de bénéficier de l'approche commerciale de Gaël, de nos techniques de négociation, en fait du savoir-faire Everone, il peut nous confier la vente de son bien, mais il aura toujours la possibilité, c'est de compter sur les compétences commerciales en fait d'une agence locale pour pouvoir apporter finalement les meilleures conditions possibles sur le papier pour le propriétaire. Oui, c'est une vraie collaboration. Alors, on emploie un terme un peu chinois ou barbare dans vos métiers, on parle de off-market. Quand vous me disiez en off aussi tout à l'heure, on parle de off aussi en télé, que ce bien était off-market, ça veut dire quoi ? Oui, donc là, la maison que vous venez de voir, elle est encore off-market, donc c'est cadeau. Ouais, donc au moment où on parle, la maison n'est pas off-market, ça veut dire qu'elle n'est pas encore publiée sur tout ce qui est site web. Ok, donc ça veut dire que normalement, personne d'autre que vos clients n'ont accès à ce genre de bien off-market, à ce genre d'infos, quoi. Tout à fait. Là, ça y est, on le dit à toute la Belgique. Exactement. Et c'est quoi l'avantage ? Qu'on va d'abord nous recontacter en interne les clients de notre base de données qui auront un peu vu sur cette maison en avant-première. Ok. Là, il y a beaucoup de biens. Est-ce qu'une majorité... Tous, Charlotte. Ils pendant commencent combien de temps tous à être off-market. Ça dépend. Ça va vraiment dépendre de la stratégie qu'on met en place. Et c'est vrai que le client qui va attendre juste son alerte nouveau bien via ImoWeb ou autre, malheureusement, il risque de passer à côté de ce bien parce qu'il sera peut-être déjà vendu. Donc, il faut vraiment, j'insiste, les clients qui cherchent, il faut venir rencontrer quelqu'un en agence et se présenter. On en parlait aussi, parce que je souris parce qu'on a fait référence avec M. Rizzi dans l'épisode 2, mais c'était aussi dans l'épisode 2 où on parlait des acheteurs et on les invitait à venir en agence, etc., à nous rencontrer. Parce que le Graal, c'est pas l'alerte. C'est pas l'alerte ImoWeb, quand le bien il est publié. Non, c'est de vous faire connaître en agence que vous êtes à l'achat, puisque vous allez avoir la chance de pouvoir avoir des biens en vente, mais avant qu'il ne soit non, mais ça, c'est intéressant, et on va terminer là-dessus avant d'évoquer une autre actualité pour terminer en beauté cette émission dans quelques instants. Ça veut dire que être averti en primeur d'un bien donc qui est encore off-market, ça, j'y ai droit que si je suis identifié chez vous comme client qui cherche ce type de bien. Exactement. Si vous connaissez le client. Et c'est important aussi d'aller voir sa banque avant. D'être prêt. Prêt. Donc il faut venir nous voir, mais il faut aussi aller voir sa banque avant, parce qu'en fait, on rencontre des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter, alors qu'en fait, non, ou du moins pas aussi cher qu'ils pensent pouvoir le faire. Et inversement, on a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas le faire, alors que si. Donc nous, ici même, au niveau de nos agences, on a notre équipe de location qui arrive parfois à convertir un contact, parce que les gens se disent, nous, on cherche de la location, ça fait 10 ans qu'on loue, c'est comme ça. Et finalement, en interrogeant, tiens, votre situation, elle vous permet d'acheter. Oui, mais c'est ça, et c'est aussi ce qu'on fait dans cette émission depuis le début de la saison, c'est éduquer les gens et mieux comprendre l'immobilier. Ça permet de comprendre et de mieux cerner son profil. Exactement. Aussi. Ok, génial. J'aimerais qu'on termine cette émission avec une énorme nouvelle. On vous a teasé l'info dans la précédente... Sylvain, il prend ses ailes, je vous assure, il faut mettre un plan large tout de suite. Ça y est, il a gagné. On en a parlé dans la précédente émission. Ce couple ici, mes complices dans ces Montois, on le dit régulièrement, et c'est pas du blabla, c'est le couple numéro 1 sur le réseau C21 en Belgique. Et parlez-nous de cette grande soirée qui a été organisée par C21. Tous les agents du pays, il y a quoi ? Il y a plus de 100 agences en Belgique, on est d'accord ? À peu près 130. 130 agences dans le pays. Vous en avez 2, bientôt 3. On a envie très vite de reparler de la troisième. Alors, tous ces prix que vous avez décrochés, et donc vous avez décroché le plus gros prix, celui d'agence numéro 1, ça veut dire celles qui vendent le plus ? Oui.
Vos agences sont celles sur le réseau C21 Exactement. qui vendent le plus, le mieux, vous pourriez même Qui dire. vend le plus, qui vend le mieux. Le mieux, ça ne veut pas dire le plus cher. Hein. Oui, on s'entend bien. qui réalise le plus de transactions. Et c'est vrai que c'était Je génial. te laisse embrayer. Il est ému. Ouais. La soirée, c'était fantastique. Toute l'équipe était super heureuse. Et c'est vrai que c'est l'aboutissement d'un an de travail acharné. C'est pas, excuse-moi, mais c'est pas un an de travail, c'est des années de travail. Enfin, je le dis même ce soir-là, mais oui, ce sont des années de travail. Et c'est une récompense. Alors oui, c'est fantastique, c'est génial et tout, mais en fait, on se rend compte que tout ce temps qu'on a passé à... Comment dire, excusez-moi, parce que vraiment, je suis ému. À mettre ses tripes, finalement, sur la table, à mettre son cœur, à écouter les gens, à réaliser, mais finalement, ses projets, à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés avec les propriétaires. On atteint le prix demandé, etc. On arrive à le faire. Finalement, aujourd'hui, on nous dit, vous le faites même mieux que les autres. Donc, ça donne aussi une raison, finalement, de pourquoi on le fait. Et donc, oui, c'est gratifiant, c'est une très belle consécration, on en est. C'est fort, j'ai envie de préciser aussi que l'émission précédente, on avait un peu blagué, vous, avec la personne de l'équipe, avez dit, bon, allez, j'ai 2 semaines pour vendre la visite qu'on avait partagée ensemble. Il l'a fait. Ah oui, et ça, c'est des défis. Ce sont des défis du quotidien. On dit, OK, oui, on va y arriver, quoi. Okay. Et on y va tous ensemble en se disant, maintenant, on doit sortir ce bien, on doit y arriver. Et attention, parce qu'on dit, oui, on a atteint le prix, mais en fait, c'est pas toujours le fait, oui, ce sont les meilleurs négociateurs, donc ça veut dire que le prix, est-ce que l'acheteur achète trop cher ou est-ce que le vendeur vend trop bas? Non, parce qu'une négociation, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a tellement de paramètres dedans. Bien sûr. C'est l'occupation, une occupation précaire pour le vendeur, c'est des infractions. Faire les choses bien. Voilà, c'est un peu ce qui vous caractérise. Exactement. On termine là-dessus. Selon vous, qu'est-ce qui vous caractérise? Qu'est-ce qui fait que ce succès, il est là? Oui, vous n'avez pas eu un prix, vous en avez eu combien? 5? 6 pendant la soirée? Pas mal, qualité. On est objectivement, ouais, c'est un mot pourri, on est d'accord. Vous voilà. ne pouvez pas être objectif sur vous-même, normalement. Non, mais quand je regarde, personnellement, on est à la pointe au niveau juridique. On connaît les clauses, on sait comment faire pour guider, conseiller, trouver des solutions. Et on est à la pointe au niveau de la vente, parce que notre boulot, mais malgré tout, vous devez faire de la vente. Et quand je regarde dans le rétroviseur, Charlotte, je pense comme ça une histoire, il y a 10 ans, 15 ans, où un client me confie, je suis tout jeune agent immobilier, et il me confie la location de son bien. Et c'est quand même déjà un gros loyer à l'époque, et c'est très dur, c'est un restaurant, donc c'est dans le secteur Horeca, et c'est très compliqué de sortir ce bien. Et donc, à l'époque, qu'est-ce que je dois faire? On me dit, mon patron de l'époque me dit, écoute, on va diminuer le prix, on ne trouve pas le client. Et je me dis, non, j'ai encore finalement une carte à jouer. Et donc, j'ai établi un descriptif particulier. Je n'ai pas fait des dessins, etc., mais on n'avait pas les outils qu'on avait maintenant, que j'ai tiré à des centaines d'exemplaires. Et je suis sorti de l'agence, en fait, avec mon bâton de pèlerin, et j'ai été voir, en fait, tous les restaurateurs du quartier, en leur disant, il y a un magnifique projet, en fait, à côté de chez vous, et il est là, il vous attend, mais vous n'en avez peut-être pas connaissance, parce que vous avez le nez dans le guidon, quoi. Et donc, j'ai été voir tout le monde, en me disant, OK, il n'y a jamais, en fait, un autre agent immobilier qui fait ça. Eh bien, tu sais quoi, Charlotte? 2 jours. 2 jours? Ben non, je ne l'ai pas loué. Je l'ai pas loué. Je l'ai loué plus tard. J'ai trouvé le client plus tard. Mais finalement, tout ça, ça ne m'a pas apporté la location de ce bien. Mais quand je l'ai raconté, en fait, à mon propriétaire, il m'a dit, en fait, Sylvain, je n'ai jamais quelqu'un qui a fait ça pour moi. OK, très bien, mais 10 ans plus tard, là, c'est une histoire d'il y a 2 ans, il me rappelle et il me confie 3 millions de son patrimoine à vendre. Et donc, c'est vraiment... une vraie fidélité. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il veut nous dire, hein, Gaël. Voilà. Oui, c'est ça. En multipliant cet investissement, en fait, ce don de soi qu'on fait pour les gens, aujourd'hui, vous arrivez à ça. Allez, excellent. Merci, c'est déjà la fin de cette émission. Comme tout bon moment, ça passe trop vite. Merci à vous de votre fidélité. Vous le savez, on a une tradition dans cette émission. Et en général, c'est Sylvain qui l'honore. On vous le promet depuis le début de cette saison. Vous direz tous un jour... C'est mon toit. C'est mon toit. Merci de votre fidélité encore. L'info continue sur LN24. À bientôt.
c'est mon toit. Non, 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 pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais à l'endroit. Oui, c'est bien ça. Toi, t'as un toit, il pleut. Tu veux bien faire un toit plat, toi? Moi, j'ai un N'oubliez pas votre petit micro, en général, on aime le garder comme souvenir, mais vous n'en faites pas grand-chose. C'est aussi ça l'amour. On y va Louis, je suis désolée.